Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, une voix chaude, au timbre brûlé, s'est éteinte. Dans ses éclats et ses soupirs, elle nous parlait toujours de la France. À pas lents, une silhouette imposante s'éloigne, laissant dans son sillage un parfum de gitane et de combat pour la République. Le jeudi 7 janvier, Philippe Séguin nous a quittés. Pour moi, il n'y a pas d'honneur plus cruel que celui qui me porte aujourd'hui à célébrer sa mémoire. Et pourtant, en ces heures si tristes, je me souviens de ses yeux malicieux, de ses fulgurances intellectuelles, de sa gravité perfectionniste, de ses colères grondantes qui pouvaient être suivies d'un rire éclatant. Je me souviens d'un homme inclassable et frondeur, imposant à des salles parfois hostiles un silence tendu par l'intelligence de ses mots et par la noblesse de ses idéaux. Je me souviens de l'autorité rayonnante avec laquelle Philippe Séguin orchestrait nos débats. Arbitre de nos différends, il ne fut ni l'homme de la droite, ni celui de la gauche, mais l'homme de la République. Son goût du pluralisme éclairait sa passion de l'unité nationale, parce qu'il n'y a pas un peuple de gauche contre un peuple de droite, il n'y a que le peuple français capable, dans son unité, de toutes les grandeurs. Je veux me souvenir de l'éloquence de Philippe Séguin. Il croyait au pouvoir du verbe qui conduit l'action. Respectueux de l'intelligence dont est capable tout un chacun pour peu qu'on la sollicite, il cherchait à inspirer l'estime du fait politique et la dignité du débat républicain. L'intensité de ses engagements ne se confondit jamais avec le mépris de l'adversaire politique. Philippe Séguin fut toujours digne et loyal dans la controverse. Méditons la vigilance à laquelle il nous invite dans ses mémoires. Contre les émotions instantanées sur lesquelles joue la médiacratie. Le discours cherche à réintroduire le temps long de l'argumentation raisonnée. Contre la réduction des hommes au statut de consommateurs par la sondocratie, il cherche à s'adresser aux citoyens. Contre le conformisme propre à la tyrannie cathodique, il cherche à réintroduire la contradiction. Je crois, mesdames et messieurs les députés, à la modernité d'une pensée et d'un style qui honore notre démocratie et plus encore la condition humaine. J'ai en mémoire son discours sur le traité de Maastricht, qui fut un coup de tonnerre dans le ciel si tranquille de l'établissement. Et j'entends encore ce discours si bienveillant en hommage à Pierre Bérégovoy. Préservons le mystère du geste qui brisa cette vie. Conservons pour nous-mêmes la méditation qu'il nous impose sur la part d'ombre, les épreuves et les espoirs trompés qui jalonnent la vie d'un homme public, sur les exigences terribles et l'engagement entier qu'appelle parfois le service de la nation. Je souhaite avec vous me souvenir de Philippe Séguin chaleureux, prévenant avec les plus modestes, touché par les blessés de la vie, intransigeant aussi, comme il l'était avec lui-même, ombrageux et fier, mais encore pudique, insatisfait et hanté par les épopées qui soulevèrent la France, hanté par la mort de son père, l'aspirant Robert Séguin, tombé au combat en 1944. L'annonce du décès de Philippe Séguin a soulevé une vague d'émotions et de louanges. Toute la classe politique, tous les Français ont été touchés. Que ce flot d'éloges converge vers un homme qui n'a que peu exercé le pouvoir exécutif n'est que plus saisissant encore. C'est la marque des hommes libres, ceux dont le rayonnement transcende le prestige des fonctions. C'est le destin de ceux qui, comme Pierre Mendès France, ont moins recherché les titres que le pouvoir intellectuel et moral. Philippe Séguin incarne une certaine idée de la politique, faite d'intégrité et de vision, indifférent aux modes, étranger aux familiarités et aux paillettes qui abaissent le crédit des hommes publics. Il opposait
à la société du spectacle, la culture et le sens de l'histoire. La République fut le fil de sa vie. Contre les féodalités, il exigeait l'État, l'État dont l'autorité est fondée sur la rigueur de sa gestion. Contre les inégalités sociales et les communautarismes, il en appelait à l'école des hussards. Contre le sectarisme, la laïcité. Contre le cynisme économique, le gaullisme social, qui allie les forces de la liberté et celles de la solidarité. Contre le conservatisme, le goût de la modernité industrielle que lui transmit Georges Pompidou, dont Philippe Séguin fut le collaborateur. Contre les corporatismes, l'intérêt général. Contre les divisions, l'unité nationale. Philippe Séguin n'est pas un républicain de circonstance. Il n'était pas un patriote de hasard. La nation française, écrivait-il, ce n'est pas un clan, ce n'est pas une race, ce n'est pas une tribu. La nation, c'est ce par quoi on accède à cette dignité suprême des hommes libres qu'on appelle la citoyenneté. L'idéal du citoyen souverain, conscient de son rôle et responsable de son vote, est à la source de sa haute conception de la République et de la démocratie. C'est pour défendre cet idéal qu'il menace à charge contre le traité de Maastricht. Seul ou presque contre tous, Philippe Séguin décida de dire non. Non au conformisme de la pensée unique. Non à la mécanique technocratique. Non à la domination d'une banque indépendante des pouvoirs. Non à la petite Europe. Non à la standardisation des souverainetés nationales. Il y a dans cette révolte solitaire une part du caractère français et du tempérament gaullien. Nous voulons l'Europe, mais debout, disait-il. Il voyait les choses en grand, non pour assouvir un nationalisme étroit, mais parce qu'il voulait une autre Europe. Que l'on fût d'accord ou non avec son combat, personne ne resta indifférent au dynamisme de ses arguments lors du référendum de 1992. Avec le temps, plusieurs de ces intuitions se révèlent justes. Et si je milite avec vous pour une Europe politique, c'est parce que j'ai la conviction que l'aventure européenne n'a de sens que si ses responsables sont aux commandes. La nécessité du politique, je la retrouve aussi dans son analyse de la mondialisation. Analyse à bien des égards prémonitoire. Avant beaucoup d'autres, il dressa un réquisitoire lucide sur ses dérives. Il le fit sans démagogie, parce que la mondialisation est, pensait-il, un fait qui nous impose d'adapter notre modèle économique et notre pacte social. Mais son réquisitoire fut sans concession, parce qu'il n'acceptait pas l'idée que la mondialisation nous prive de notre capacité d'agir. Le pouvoir d'agir, là était l'obsession de Philippe Séguin, qui ne fut pas seulement un homme de pensée. On le présente parfois comme un nostalgique de nos grandeurs anciennes, un défenseur poignant d'une France qui aurait donné son congé au monde. Toute l'action de Philippe Séguin s'inscrit en faux contre ces clichés. Partout où il fut en responsabilité, il entreprit, transforma, réforma. À Épinal, il fut un maire exceptionnel qui redessina le visage de sa ville. Ministre des Affaires sociales et de l'Emploi, il noua des relations confiantes avec les partenaires sociaux et n'hésita pas à mettre un terme à l'autorisation administrative de licenciement. Soucieux de dire et d'agir pour la vérité, il engagea une politique résolue de maîtrise des comptes sociaux. Président de votre Assemblée, il n'eut de cesse de revaloriser ses droits et d'actualiser son règlement. Il restera comme l'un des présidents parmi les plus brillants et les plus respectés. Premier président de la Cour des comptes, il donna à l'institution de la rue Cambon une vigueur inégalée, il la modernisa, lui garantit son indépendance et lui offrit en partage son autorité et son charisme. Cette foi en la politique, ce refus du fatalisme, qui est l'antichambre du déclin, Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous et par-delà vous à toutes les Françaises et à tous les Français
parce qu'une émotion légitime monte du pays. Je comprends les interrogations. Je comprends le besoin de me voir clarifier les choses. Et je vais le faire. Je vais le faire parce que je n'ai rien à cacher. Je vais le faire parce que je ne peux pas accepter les accusations infondées qui me prennent pour cible après 32 ans de vie politique, 32 ans sans aucun problème judiciaire, 32 ans d'éthique irréprochable. Je veux dire à tous mes compatriotes que pendant toutes ces années, j'ai œuvré pour mon pays sans jamais enfreindre la loi et sans jamais déroger aux valeurs qui sont les miennes. Aujourd'hui, candidat à l'élection présidentielle, je fais face à une attaque d'une violence inouïe, à ma connaissance du jamais vu sous la Ve République. Autant le dire avec force et d'entrée de jeu, c'est le candidat de la présidentielle de la droite et du centre qui est visé aujourd'hui et j'assume toutes mes responsabilités. Tous les faits évoqués sont légaux et transparents. J'ai été entendu pendant 4 heures par la police, Pénélope pendant 5 heures. Nous leur avons tout dit, nous avons répondu à toutes leurs questions. La réalité des faits, la voici. Oui, j'ai employé mon épouse comme collaboratrice. Elle a ensuite été la collaboratrice de mon suppléant. Elle est encore redevenue ma collaboratrice par la suite. Elle a donc occupé ce poste pendant 15 ans. Et ceci pour un montant moyen de rémunération mensuelle de 3 677 € net. Salaire parfaitement justifié pour une personne diplômée de droit et de lettres. Alors on brandit un montant proche d'1 million d'euros, annoncé d'un seul tenant, pour faire sensation, en oubliant de préciser que la somme est en euros bruts. Est-ce qu'on a déjà vu une rémunération présentée comme un cumul sur 15 ans? N'importe quel montant brut présenté de la sorte peut devenir spectaculaire. Il n'y a que pour la famille Fillon qu'on se livre à ce genre d'exercice. De même, on qualifie cet emploi de fictif. Je vois et j'entends aujourd'hui tous les prétendus experts décréter ce que doit faire ou ce que ne doit pas faire un collaborateur parlementaire. Tous les élus savent bien que ce métier recouvre les tâches les plus diverses. Ils savent qu'il ne s'est jamais limité et qu'il ne peut pas s'arrêter à l'élaboration des lois dans des bureaux à l'Assemblée nationale à Paris. Et surtout, ils savent que ce métier est fait de tout un tas d'actions modestes, souvent accomplies par le collaborateur parlementaire dans l'ombre, parfois seul, et qui peuvent paraître anodines à certains, mais qui sont indispensables à la démocratie locale. Pendant toutes ces années, mon épouse a pris en charge ces tâches simples mais essentielles. C'est elle, avec ma secrétaire Sylvie Fourmont, qui a géré le courrier qu'on m'adressait. C'est elle qui a tenu mon agenda pour les événements locaux, les inaugurations, les manifestations sportives et culturelles, les remises de décorations. C'est elle qui a travaillé sur mes interventions dans la Sarthe. Elle m'a représenté dans des manifestations culturelles locales. C'est encore elle qui a reçu et renvoyé vers les entreprises de la région les CV et les demandes d'emploi que les Sarthois m'adressaient. C'est toujours elle qui a traité les réclamations de ces derniers lorsqu'ils rencontraient des difficultés administratives. Et la liste de ce qu'elle a fait ne s'arrête pas là. Son salaire était parfaitement justifié parce que son travail était indispensable à mes activités d'élu. Ce travail, elle l'a poursuivi auprès de mon suppléant quand, après avoir été élu, je suis devenu ministre. C'est moi qui l'ai voulu. J'ai absolument voulu conserver le lien avec ma circonscription. Et c'est mon épouse qui a tenu ce rôle essentiel.
Alors on dit, pas de badge d'entrée à l'Assemblée nationale égale pas de travail. C'est pourtant le cas d'un très grand nombre de collaborateurs qui travaillent en circonscription. J'ai lu, pas d'adresse mail personnelle égale pas de travail. C'est vraiment méconnaître la réalité du travail des collaborateurs. Je sais aussi qu'on a beaucoup commenté la phrase de mon épouse soulignant qu'elle n'avait jamais fait de politique. Je rappelle qu'un collaborateur parlementaire travaille dans le domaine politique, mais que c'est le député qui fait de la politique, parce que c'est lui qui est engagé. Ce n'est qu'aux dernières élections, par goût de la vie publique locale et non pas de la politique nationale, que Pénélope a décidé de devenir conseillère municipale de Solesmes. On s'appuie sur une ancienne interview, en anglais, là aussi sortie de son contexte, dans laquelle elle explique qu'elle n'a jamais été mon assistante. Oui, elle n'a jamais été ma subordonnée. Elle a toujours été, d'abord et avant tout, ma compagne de travail et ma collaboratrice. Pénélope n'a jamais revendiqué de rôle dans la lumière. Elle a exercé dans la discrétion, refusant de parler à ma place, comme l'ont fait certaines épouses d'hommes politiques. Et aujourd'hui, on retourne cette discrétion contre elle et contre moi. Eh bien, moi, je vous le dis, sa façon de faire était digne. Alors ne tirons pas d'une interview tout en pudeur un jugement qui détruit 30 ans d'engagement à mes côtés. Les faits encore. J'ai employé mes enfants, Marie et Charles, qui ont travaillé pendant 15 mois, en 2005 et 2006 pour Marie, 6 mois en 2007 pour Charles, comme collaborateurs parlementaires, pour un salaire mensuel net de 3 000 € en moyenne pour chacun. Rien n'était dissimulé. Tous les contrats de travail dont je parle sont strictement légaux. Les sommes perçues ont été strictement déclarées aux impôts, les revenus en découlant strictement imposés, et les montants des rémunérations strictement respectueux du crédit alloué à chaque parlementaire. Ce crédit, je veux vous le rappeler, lui permet de travailler avec qui il est le plus à même de réunir à la fois les compétences et la confiance nécessaire. Oui, mesdames et messieurs, tout cela était légal. Mais suis-je pour autant quitte sur le plan moral ? Cette question éthique est si élevée, si essentielle, qu'elle me place face à ma conscience, et en réalité face aux Français, et à eux seuls. Ce n'est pas au système médiatique de me juger, c'est aux Français de décider. Le premier courage en politique, c'est de reconnaître ses erreurs. Collaborer avec sa famille en politique, c'est une pratique désormais rejetée par les Français. Ce qui était acceptable hier, à défaut d'être accepté, ne l'est plus aujourd'hui. En travaillant avec ma femme et mes enfants, j'ai privilégié cette collaboration de confiance qui aujourd'hui suscite la défiance. C'était une erreur. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Comme beaucoup d'autres parlementaires, j'ai agi selon un usage, certes légal, mais dont il est clair que nos concitoyens ne veulent plus. J'en ai d'ailleurs tiré moi-même les conclusions il y a plus de 3 ans